On passe à la dernière rencontre importante de cette journée. Il s'agit des femmes et de la science. La place des femmes dans la science, c'est intéressant, hein. On a un beau plateau avec nous, vous allez nous en parler. Je vous présente tout de suite nos invités. Liliane Coucou-Grosjean, vous êtes chercheuse à l'INRIA, vous co-présidez le comité parité et égalité à l'INRIA, c'est bien ça. Prenez des micros. Flore Gubert, vous êtes économiste, directrice du département Société et Mondialisation de l'IRD. Daniela Zeppili, vous êtes chercheuse au laboratoire Environnement Profond de l'IFREMER. Vous avez la chance de vous balader sous toutes les latitudes en mer. Ça, c'est une vraie chance d'aller faire des missions sur le terrain. Enfin, quand on dit sur le terrain, il est plutôt flottant, votre terrain, mais c'est quand même un terrain. Et Réjeanne Amusvalet, vous êtes maîtresse, on dit, de conférence au département de sociologie de l'université d'Évry-Val d'Essonne. Et vous êtes également chargée de mission parité femmes-hommes. Pour dresser le tableau, c'est bien de donner quelques chiffres au départ, d'avoir quelques statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la présence des femmes en sciences en France? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Tenez bien le micro près de vous. manière générale, là c'est plus fort, d'une manière générale, les femmes sont systématiquement moins présentes, quelle que soit la science, quel que soit le domaine, en termes statistiques. Alors, si on prend par exemple juste l'université française, on a à peu près un tiers des enseignants-chercheurs qui sont des femmes, 2 tiers d'hommes. Mais quand on regarde dans le détail, quand on monte dans les postes à responsabilité, le premier poste maître de conférence, il y a à peu près 43% de femmes. Professeur d'université, on n'a plus que 24% de femmes. Et en particulier, c'est très marqué dans les sciences fondamentales. Quand on prend par exemple les mathématiques, qui est la section la moins féminisée, on va dire, on arrive à 6% uniquement de femmes professeurs d'université. Ça veut dire 33 femmes et 497 hommes dans la même salle. D'accord. Est-ce qu'on retrouve le même problème finalement qu'on peut avoir dans différentes professions, ou est-ce que c'est particulièrement marqué en sciences? Alors c'est ce qu'on appelle le plafond de verre de manière très classique. Le plafond de verre. Plus on veut monter dans les échelons, plus on trouve des hommes et plus les femmes trouvent quelque chose qui bloque là. Ah, il y a toujours quelque chose qui bloque. Pour parler toujours de statistiques, Liliane Coucou-Grosjean, vous avez aussi quelques chiffres à nous donner. Je crois qu'il y a une étude européenne qui a été faite où on peut comparer l'Europe avec la France. Effectivement. Aujourd'hui, on se penche partout en Europe sur le problème de l'absence des femmes et comprendre comment on peut y parvenir à équilibrer les choses. Et quand on regarde l'évolution sur les 10 dernières années, je pense que c'est là que c'est important, on s'aperçoit que l'Europe est capable de commencer à rattraper son retard, mais pas la France. Nous faisons partie des 3 derniers pays de l'Europe en croissance. Donc, pour donner quelques petits chiffres, par exemple, si vous regardez au niveau des sciences générales en Europe, nous sommes à une augmentation d'à peu près 4% les 8 dernières années, et la France, c'est seulement 1%. Et quand on va aller encore dans les sciences exactes, ce que vous appelez les sciences fondamentales, la France commence à garder son retard, dans le sens où nous gardons les mêmes chiffres tout le temps. Nous sommes entre 18 et 19%, pendant que le reste de l'Europe avance à des grands pas en augmentant le pourcentage de femmes dans les sciences. Vous pouvez arriver avec des pays, et là j'ai pris juste pour comparer. Donc, par exemple, la France en mathématiques, elle a gardé 24% les 10 dernières années. 24% de femmes. Pendant que le Portugal est parti du 55% il y a 10 ans, et maintenant il s'est augmenté à 61%. Là, il y a un léger déséquilibre. Effectivement, c'est dans l'autre sens. Mais attendez, donnez-nous quelques explications sur le Portugal, c'est intéressant quand même. J'ai pris surtout les pays qu'on m'a donné toujours comme contre-exemple dans les débats. On me disait, mais oui, mais on voit des... En fait, au Portugal, il faut organiser une table ronde sur la place des hommes dans la science. Bientôt, tout à fait. Et quand on regarde le reste, l'informatique, c'est pareil. Les femmes en thèse, l'Europe avait, il y a 10 ans, 16%, ce qui était moins bien que la France. On était à 18%. Aujourd'hui, l'Europe se place à 21%. La France est restée toujours au même niveau, au même pourcentage de 18%. On stagne. Et ce qui est inquiétant, c'est nous avons eu une étude d'Isabelle Collet, faite il y a 10 ans, qui montrait que nous avons perdu 50% des femmes dans l'école d'ingénieurs informaticiennes.
Cela indique Donc qu'aujourd'hui... l'informatique, le numérique, qui est pourtant un domaine qui explose complètement, c'est la misère. Tout à fait. Et quand on regarde ce pourcentage des femmes en thèse en informatique qui stagne et on baisse le nombre du master, cela veut dire que la stagnation est assurée par des femmes étrangères, comme moi. Voilà. D'accord, quand vous nous parlez de l'Europe, il s'agit de quelle Europe? C'est l'Union européenne? L'Union européenne, l'étude est faite à 27 et 28 pays. D'accord, donc nous on est vraiment en bas, Très en bas. très très en bas. Est-ce qu'on est les derniers? Il y a encore 2 autres pays en dessous de nous, la Suisse et la Tchécoslovaquie. D'accord, mais La donc Tchéquie. c'est pas brillant quoi. Non, non, voilà. D'accord. Flore Gubert, vous avez étudié la question davantage du côté de l'IRD, du côté de l'IRD. Pour faire un constat qui est assez proche de celui qui a déjà été fait, peut-être un peu pire. Faites attention, vous travaillez à l'IRD. Faites attention à ce que vous dites. Non, mais L'Institut parce que de recherche et de développement. Mais vous en parlez parce que les choses vont mieux, je crois. Absolument, ça a progressé, mais c'est vrai que pendant très longtemps, l'Institut de recherche pour le développement a été assez mauvais en matière de parité homme-femme. Et l'explication, c'est que ça tient à la spécificité de l'Institut, qui donc travaille sur les pays en développement. On considérait que les femmes n'étaient pas adaptées pour travailler dans des climats hostiles au milieu de populations et potentiellement aussi hostiles. Et donc, Non mais c'est important ce que vous dites, il faut préciser pour le public qui nous regarde, bien connaître l'IRD. L'IRD c'est quand même un institut qui travaille dans le monde entier, qui travaille sur des terrains parfois un petit peu compliqués, un petit peu difficiles. Donc ça c'était pour resituer les choses. Donc l'idée c'est qu'on disait envoyer des femmes qui font de la recherche. Envoyer des femmes sur le terrain, c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'était un peu un prétexte parce que quand on travaille à l'IRD, on ne fait pas seulement des recherches sur le terrain dans cette zone intertropicale, on fait aussi des recherches en laboratoire. Et donc, c'était un peu un prétexte. Pour vous donner quelques chiffres, pour faire le même exercice que les 2 personnes qui ont parlé avant moi, il faut savoir que en 1981, il y avait 4% de femmes dans les effectifs. Donc c'était vraiment une très très sous-représentation. C'est pas si vieux, il y a 4%. C'est pas si vieux. Alors, mais quand après, vous dites les effectifs, c'est-à-dire la recherche ou tout personnel confondu? c'est la recherche. Alors après, ça a beaucoup progressé puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on arrive on est presque à parité si on prend les effectifs de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens. À parité, c'est-à-dire presque 50-50? Pas tout à fait, mais enfin on a bien progressé. On doit être autour de... Alors je veux pas dire des mauvais chiffres, on doit être autour de 43%, quelque chose comme ça. D'accord. Avec encore des disparités fortes selon les grades, donc ça a déjà été souligné. Ouais. Mais donc ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire que les jeunes recrutés sont aujourd'hui majoritairement des femmes. Donc, il y a une politique vraiment volontariste de l'Institut pour rétablir un peu Qu'est-ce qui a changé les choses? Il y a un événement qui s'est passé à un moment donné pour faire basculer les choses? Absolument, il y a eu une volonté politique au niveau de l'Institut qui a été très, très, très marquée, qui s'est traduite notamment donc, au niveau des recrutements, mais aussi au niveau de la représentation des femmes dans les instances de l'Institut, avec le soin d'avoir des femmes dans les conseils scientifiques, des femmes dans les commissions scientifiques sectorielles, où il y avait en fait jusque-là pas beaucoup de femmes. Voilà. D'accord, mais il y a quelqu'un qui a pris cette décision. C'est venu de l'intérieur. C'est venu. Je crois que c'est venu d'en haut, et ensuite il y a eu une mise en application par le directeur de l'IRD, qui s'appelait pas l'IRD à l'époque, qui s'appelait Lorstom. Lorstom. Donc c'est la fameuse réforme Lazare. Voilà, D'accord, mais une réforme Lazare, c'est-à-dire que ça a été écrit dans des textes. C'est important là ce qu'on dit, parce que c'est peut-être une voie pour trouver les solutions. Alors, au départ, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup d'écrits. Ça a été la volonté de ce directeur de l'Institut. Et puis ensuite, mais un peu plus tard,
Il y a eu la constitution d'une mission pour la parité. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi à l'université, dans d'autres établissements de recherche. Et puis il y a effectivement, alors je ne sais plus très bien quelles sont les dates, mais concomitamment à cette création de cette mission, il y a eu une charte en faveur de la parité homme-femme, avec notamment devant se traduire par la publication annuelle d'un rapport avec des indicateurs chiffrés sur la progression de la place des femmes dans l'Institut. D'accord, Daniela Zeppeli, vous n'avez pas fait d'études particulières, vous, au sein de l'IFREMER, pour savoir s'il y avait plus de femmes qu'avant? Ce que je sais que dernièrement, on a beaucoup plus de femmes et on arrive à être, je pense, pour les nouveaux recrutements, on a presque en parité. Oui. Par contre, ce que je peux voir dans mon expérience, c'est Oui, qu'on parce est que vous avez travaillé comme chercheuse scientifique dans plusieurs pays. Oui. C'est vrai, je trouve que Italie, Portugal, Belgique. Et la chose que j'ai vue, c'est à moi, dans mon équipe, on a beaucoup plus de place pour les femmes. Par exemple, on a beaucoup de femmes scientifiques dans mon laboratoire environnement profond. On a un chef de laboratoire femme, que c'est très rare. Et c'est vrai que ça rend plus facile le travail quand on est femme dans un milieu un peu péculier comme ça peut être le mien, où on a des embarquements, où on se logne pour longtemps de la maison. Et dans certains pays, c'est beaucoup plus machiste. On sent beaucoup plus la pression des disparités entre femmes et hommes. Que je trouve, franchement, moi, je suis italienne d'origine et mon expérience ici, c'est très positif dans le sens que je trouve qu'il y a une grosse ouverture pour les femmes et beaucoup plus de place. Aussi que c'est vrai, on a encore de grandes choses à faire. Hein. C'est pas fini là. C'est-à-dire qu'en Italie, vous avez senti un comportement différent au niveau de l'accueil des femmes dans la recherche? C'est vrai que, par exemple, dans mon travail, quand on embarque, c'est vrai que des fois, on se sent qu'on n'était pas les bienvenus, mais c'était dur, par exemple, d'accepter des ordres d'un jeune femme plutôt que d'un homme, aussi si on a le même niveau de compétences, expertise, voire des fois on est mieux. Mais c'est vrai que c'était pas évident. D'accord. Si on aborde un petit peu les causes pour essayer de comprendre ce qui se passe, aujourd'hui, vous avez un contrat à IFREMER, vous partez souvent en mer, oui. donc sur des missions bateaux, qui ouais. paraissent pas évidentes. Quelle est la principale raison pour laquelle on exclurait un petit peu les femmes? Est-ce que c'est un problème, par exemple, de, entre guillemets, productivité à long terme, en se disant les femmes, on va les prendre, mais elles vont avoir des bébés, elles vont s'arrêter de travailler, elles vont... Je pense que dans plusieurs travaux de recherche, on a le problème que quand on est enceinte, et pour le temps qu'on donne le lait à notre enfant, on ne peut pas faire des manips, donc on ne peut pas entrer au laboratoire, et ça, c'est pas facile à gérer quand on a un projet. Quand on est enceinte, on ne peut pas forcément... On ne peut pas faire certains manips qui sont dangereux pour les bébés. Pour des problèmes de santé. Problèmes de sécurité pour les bébés. Pour le bébé. Ouais. Ça Donc, peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais c'est un gros trou de quelques mois, voire d'un an, ça dépend combien on donne les laits, dans notre recherche. Donc c'est quelque chose qui va être pris en compte. Et c'est clair qu'au niveau RH, on n'a pas un substitut pour le temps qu'on a. On a des remplacements pour des congés maternité, mais c'est vrai qu'on n'a pas quelqu'un qui travaille à notre place à laboratoire pour tous les temps qu'on ne peut pas entrer au laboratoire, par exemple. Parce qu'après, les congés maternité, c'est quelques mois, mais la grossesse, c'est beaucoup plus long. D'accord, vous avez des enfants, vous? Oui, 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous partez souvent Oui, je pars souvent. Oui. En mer? Oui. D'accord. Donc, on vous a jamais dit, au niveau de l'IFREMER, ça peut poser un problème? Non, vous allez peut-être avoir... Vous avez déjà des enfants quand vous avez été pris à l'IFREMER. Donc, ça pose pas de problème à l'IFREMER, sauf si vous voulez un 3e bébé. Oui, non, moi, je trouve que dans mon équipe, ça c'est quelque chose qui s'est pris en charge. On n'est pas obligé à partir, donc c'est quelque chose. Puis ça fait partie de mon travail. Moi, j'adore faire la mission, donc c'est quelque chose que je veux renoncer. Après, je pense que, par exemple, en France, je trouve qu'il y a déjà des systèmes qui nous aident à garder les enfants, chose qu'on n'a pas, par exemple, en Italie ou dans d'autres pays, comme l'assistance maternelle. Donc, il y a des services mis en place. Et après, c'est clair que dans les futurs, on devrait vraiment commencer à réfléchir à aider les jeunes mamans, les mamans qui vont souvent en campagne ou qui passent beaucoup de missions pour rendre ça facile et pas devoir être un poids dans la gestion de la famille. Parce que c'est notre travail. Et moi, franchement, je ne veux pas renoncer à ça. Mais je pense que tout le monde
partagent les mêmes sentiments. Allez-y, apportez votre témoignage, vos témoignages personnels, parce qu'on était sur les chiffres, les généralités, mais apportez-nous vos expériences personnelles, parce qu'on est en train de parler des femmes qui, effectivement, n'ont pas forcément leur juste place dans la science, mais vous êtes là quand même, et vous faites partie des chercheuses. Alors, comment vous y êtes arrivées, et qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui veulent devenir scientifiques ? Déjà, ce que je peux leur dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent que les femmes ne peuvent pas faire de science. Il y a des gens qui disent ça. En fait, je pense que finalement en France, il faut même pas essayer de se battre, dire les femmes peuvent faire de la science, etc. Il faut juste arrêter de dire que les femmes ne peuvent pas faire de la science. C'est ce préjugé qui peut être parfois présent. Vous allez peut-être voir dans certains ateliers des mamans qui vont dire à leur fils « va, c'est pour toi » et à leur fille « ah non, non, ça c'est pour les garçons ». Donc, il ne faut pas écouter sa maman, déjà. Déjà. Donc, un message pour les parents. Aujourd'hui, les institutions... Oh, c'est pas vrai, on me dit dans le public, mais si, il faut écouter sa maman. Ben non, je ne fais que répéter ce que je viens d'entendre. J'ai bien entendu qu'il ne fallait pas toujours écouter sa maman, c'est bien ça. Voilà. Aujourd'hui, les institutions que nous représentons ont des engagements fermes en faveur des femmes. Mais ensuite, il y a aussi les préjugés qui peuvent nourrir, on va dire, l'imagination des enfants. Il faut faire très attention parce que vous pouvez peut-être priver l'informatique d'une future Ada Lovelace juste parce que vous avez dit à votre fille un jour « Oh, mais coder, c'est un truc de garçon ». Voilà. Ah d'accord. Donc il faut faire attention. Après, pour reprendre l'idée sur la carrière des femmes, aujourd'hui, on fait les enfants à peu près l'âge où, entre 30 et 40 ans, pour la plupart, aussi à l'âge où il y a la possibilité de casser le plafond de verre. Et pour faire ces missions, vous avez besoin d'argent en plus pour payer une babysitter, une nounou, etc. Et en début de carrière aussi, nous avons les chercheurs des salaires bas. Et ça, c'est un autre point qui fait que vous pouvez vous retrouver dans des situations, donc pour citer mon expérience personnelle, l'année dernière, j'ai laissé 2/3 de mon salaire annuel en frais du gardiennage de mes enfants. 2/3. Voilà. 2/3. Je ne vais pas citer quel est mon salaire pour ne pas faire fuir. fuir. Mais on ne va pas vous poser la question, mais c'est quand même important. 2/3. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais il faut comprendre aussi que les salaires bas en début de carrière, et quand maintenant on occupe des postes permanents extrêmement tard, sont aussi un obstacle pour les jeunes parents. Et ils peuvent apparaître dans les deux sens. Par exemple, en informatique, nous avons un centre qui s'appelle le Dachstuhl, où nous nous retrouvons en espèce de Club Med. Pendant une semaine, nous sommes tous ensemble. Et le gouvernement allemand propose une babysitter, une nounou, pendant toute la journée, gratuitement. D'accord. Et je suis allée, j'ai profité la première fois que j'étais invitée pour mon premier enfant. D'ailleurs, tous mes enfants ont fait Dachstuhl. C'est devenu une... Voilà. Et un de mes collègues, homme, avait déclaré en arrivant « Oh, mais c'est extraordinaire, je peux revenir un de mes enfants, comme ça ma femme ne reste pas avec tous les enfants à la maison quand je suis ici. » Et le secrétariat lui a rappelé que ce financement concernait que les chercheuses. Donc il faut faire attention, ne pas tomber dans l'autre. Tout le monde, surtout les chercheurs en début de carrière, les jeunes parents, ont des salaires bas. Et aujourd'hui, s'il y a un message à faire passer, les messages bas en début de carrière peuvent nuire aux carrières de personnes qui veulent faire des enfants. Donc ça, c'est un... Ouais. Flore et Réjeanne, vous voulez bien nous donner vos témoignages personnels? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je vais apporter une note qui va un peu contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, puisque moi, je suis chercheuse en sciences sociales, où les femmes sont à parité avec les hommes, en tout cas... C'est un domaine des sciences un peu particulier. Dans mon institut de recherche, en tout cas, alors là, je prends le corps des chercheurs dans leur ensemble. Évidemment, si on désagrège un peu les choses, dans les sciences humaines et sociales, les femmes restent très sous-représentées parmi les directrices de recherche. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc au fur et à mesure qu'on monte dans la carrière. Mais je dois dire que moi, en tant que femme, j'ai jamais j'ai jamais ressenti particulièrement de discrimination ou voilà. Mais parce que j'ai eu la chance d'arriver avec une cohorte où en fait j'ai été recrutée en 2001 et c'était dans l'esprit de l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire de recruter beaucoup plus de femmes aussi. Voilà, donc effectivement, il y avait déjà eu ce renversement de tendance au niveau des recrutements. Oui. Après, voilà, donc à titre personnel, moi, j'ai pas particulièrement souffert de mon statut de femme.
Bon, bah c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Tout n'est pas complètement noir. Réjeanne. Alors moi qui suis aussi en sciences sociales, en l'occurrence, ça n'a pas été aussi rose que ça, donc j'ai 3 enfants. Et ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a une maternité, même si on n'a pas le terrain mère ou etc., en sciences sociales, on va dans des colloques, on fait des conférences, et tout ce moment de maternité, on ne peut pas aller dans des colloques, donc ça fait des freins. C'est-à-dire que le temps ensuite de revenir, entre guillemets, sur le marché des conférences, des colloques, ça prend du temps. Et par conséquent, quand on revient d'un congé maternité, non seulement on a eu les 4-6 mois d'interruption, mais en plus, il y a 6 mois, 1 an avant de retrouver la productivité, entre guillemets, d'avant. Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'a priori, en sciences sociales, on n'a pas de raison, effectivement, de manipulation ou de terrain dangereux, encore que dans certains cas, ça peut être effectivement dangereux. Vous pensez à quoi Quand on travaille par exemple sur un certain type de population, ça peut être difficile en sociologie d'aller sur certains terrains. Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas forcément normal, bienvenu. Voilà, on n'est pas forcément bienvenu en tant que femme ou en tant qu'homme, en l'occurrence. Ça dépend aussi des terrains et ça dépend des démarches. Mais en l'occurrence, ce qui est difficile, c'est qu'il y a vraiment, à chaque enfant, c'est 1 an. On va dire, allez, 1 an d'interruption, et à chaque fois, il faut recommencer à relancer la machine. Et donc, pendant l'année, enfin les 10 ans, entre 30 et 40 ans, il y a un vrai décrochage. C'est-à-dire que les femmes commencent maître de conférence avec à peu près 1 an de retard par rapport aux hommes. Et en fait, le retard ne fait qu'accentuer. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il y a à peu près 200 € d'écart de salaire par mois entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi moins d'avancement, parce qu'il y a aussi toute une série de phénomènes qui font qu'en retraite, tout d'un coup, tous ces retards s'accumulent. Et là, il y a vraiment un écart très important. Là, on décrit un phénomène général, mais vous, à titre particulier, est-ce que vous avez chacune senti un blocage à un moment précis de votre carrière, de vos études, de rentrée d'entretien? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui bloquait, qui n'aurait peut-être pas bloqué pour un homme? Bah, allez-y. C'est assez difficile. C'est pas évident, par exemple, dans mon cas en ce moment, de transformer. Je suis maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches, et donc l'idée, c'est d'ensuite devenir professeur des universités. Et c'est là où c'est difficile, puisqu'en ce moment, il y a moins de postes, retour aux difficultés de la recherche aujourd'hui. Donc il y a moins de postes. Donc on voit ces dernières années les recrutements qui se ferment et qui s'organisent autour des hommes, plus spécifiquement. Donc le retard qu'on était en train dans l'université de rattraper, ces 3 dernières années, on est en train de le creuser dans l'autre sens. Rapprochez un petit peu votre micro. Liliana, vous avez senti des blocages à un moment précis de l'évolution de votre carrière? Pas forcément, je pense que c'est pour ça que je me trouve là à pouvoir parler, parce que je n'ai jamais eu tous ces problèmes. Mais donc vous êtes des représentantes chanceuses pour des femmes de ça. Justement, ce que je voulais souligner, c'est surtout que le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je vois les classes de master ou dans les écoles d'ingénieurs où j'enseigne, c'est que je vois une absence des femmes que je ne vois pas ailleurs quand je donne des cours, par exemple en Roumanie. D'ailleurs, la première fois que j'ai donné un cours devant un amphithéâtre en France, dans une école d'ingénieurs que je ne vais pas citer, je retardais le début. On m'a demandé pourquoi. Et alors, je dis, mais pas tout le monde est là. Comment ça? Je dis, mais où sont les femmes? Parce qu'à l'intérieur de l'amphithéâtre, il n'y avait que 2-3 femmes. Quand moi, dans les cours en Roumanie, j'ai l'habitude de voir plus de la moitié des étudiantes qui sont dans l'amphithéâtre. Et je n'avais pas compris, c'est la première fois que je prenais la mesure du problème qu'on avait en France. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de mesures qui sont mises en place. Même ici, la Cité des Sciences est partenaire d'un projet européen qui s'appelle Hypatia, et qui travaille sur tout ce qui est enlever de préjugés, rendre les jeux, etc., moins sujets au genre en général. Et donc on voit toutes ces actions, mais il faut aussi mettre du sien et se battre à titre personnel, ne jamais laisser tomber. Même si parfois, effectivement, et c'est là où j'ai rencontré, jusqu'à il y a 1 an, j'aurais répondu tout est vraiment se fait avec la meilleure volonté du monde. Aujourd'hui, après 1 an de coprésidence du comité parité, j'ai encore des emails des personnes qui osent mettre un écrit en disant c'est bien de faire 1 ou 2 actions en faveur de la parité, mais il faut savoir s'arrêter parce que voilà, il faut faire. On a d'autres chats à fouetter aussi. Non, le problème en France est important. Et oui, il est important, on l'a vu au début avec les chiffres. Voilà. Et aussi, il faut s'inquiéter quand on voit un domaine comme l'informatique, il y a une évolution numérique de la société aujourd'hui, et elle n'est pas accompagnée. Ça veut dire que l'absence des femmes, elle veut dire autre chose. Elle veut dire plus que ça. Elle indique peut-être une absence de mixité sociale. Nous trouvons toujours le même type d'étudiants dans toutes les classes. Il faut s'inquiéter
parce que cette absence d'évolution numérique veut dire qu'il y a toute une population qui ne profite pas d'une richesse numérique, qui veut dire aussi richesse personnelle en tant que salaire, etc., mais aussi par la suite dans 10 ans. Donc il faut faire attention et traiter ce problème comme un vrai problème, ne pas se donner juste bonne conscience avec des mesures. Flore, vous, ça s'est plutôt bien passé, vous le disiez tout à l'heure, pas trop d'obstacles sur votre parcours? Disons que, à titre personnel, j'ai pas eu l'impression de subir des obstacles de par ma condition de femme. Donc je ne vais pas ajouter grand-chose. D'accord. Daniela? Moi, comme je disais tout à l'heure, les grossesses, c'était tout le temps compliqué parce que c'était des gros arrêts dans mon cursus. Donc, ma première, j'étais à la fin de ma thèse. Et donc, vraiment, on se trouve là et on ne se rend même pas compte des grands trous qu'on aura dans notre carrière. Donc, après, j'ai rattrapé, mais j'ai rattrapé en travaillant le double de mes collègues. Parce que c'est ça. Donc, il faut calculer l'arrêt, combien de temps on reste. Comme on disait, c'est un peu à travailler hors de circuit parce qu'on va bien prendre soin de notre bébé. Mais après, pour remonter, c'est dur. Et j'aurais dit un mot en tournant sur vraiment l'importance qu'on doit vraiment travailler sur les jeunes filles. Parce qu'il y a des stéréotypes sur la science, sur le rôle d'un scientifique. Et vraiment, quand on demande aux jeunes s'il y a des scientifiques femmes, à part Marie Curie, je pense qu'ils connaissent très peu de noms. Ils ne pensent même pas qu'il peut y avoir qu'un maman, ça peut être un scientifique, que leur voisin, ça peut être pour travailler dans le domaine de la recherche, qu'il y a plein de travails différents et qu'on peut être femme, maman, et on peut suivre notre passion. Parce que c'est vrai que des fois, les jeunes filles sont très bonnes en sciences. Ouais. Et ils se disent non parce qu'elles auront un peu peur de ne pas réussir ou de faire des choix trop durs dans leur vie pour suivre leur passion. Donc mon mot, c'est vraiment d'écouter notre cœur parce que c'est la seule chose qui nous donne l'énergie, soit comme maman, soit comme scientifique, parce qu'on est bien quand on arrive à faire les deux. Je pense que je connais plein malheureusement des collègues de mon âge qui ont laissé tomber parce que c'était trop dur et ils ne sont pas contents. Après, je ne dis pas que pour tout le monde ça va marcher, mais au moins de ne pas se dire non avant d'essayer. Donc ça, c'est mon message aux jeunes filles. Et j'espère que des situations comme des débats comme ça, où rencontrer des jeunes filles, aller amener notre histoire autour de nous, c'est une de notre responsabilité pour aider à progresser dans... Et de pouvoir dire, j'ai une passion et j'ai le droit de l'assumer, de la vivre pleinement. Ça, c'est un message à faire passer. Il y a quelque chose qui est étonnant si on regarde, je n'ai pas les chiffres, mais en général, les filles se débrouillent plutôt bien jusqu'au bac dans des études scientifiques, mieux que les garçons. Hein. Et puis après, ça bascule parce qu'on ne les retrouve pas dans les sciences. En fait, ça commence très tôt, c'est-à-dire que... On a la fête qui monte là avec la fanfare. Ça commence très tôt, en fin de troisième. Si on demande à des élèves qui sont bons en maths quelles vont être leurs orientations, et on regarde quelques années ensuite, en fin de troisième à niveau égal, 78% des garçons vont faire un bac S, 64% des filles. Donc déjà là, il y a une sorte de choix d'autocensure, on va appeler ça, qui commence très tôt et qui ensuite va aller en s'accentuant. C'est-à-dire qu'à l'université, c'est pareil. On a à nouveau un petit peu moins de filles et plus on monte dans les échelons, arrivé en doctorat, là, c'est vraiment catastrophique dans certaines matières. D'accord, donc on a un sexisme, on va dire, comme cause d'un côté. Alors là, il y a différentes solutions pour trouver. Et puis, il y a aussi une autocensure. Alors, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, aux jeunes filles qui pourraient risquer de s'autocensurer pour les encourager ? Il faut y aller, je suis tout à fait d'accord, je rejoins absolument ce qui vient d'être dit. Il faut tenter et il faut surtout éviter d'entendre les discours « les maths, c'est pas bien, la recherche, c'est trop compliqué, et comment tu vas faire pour concilier tes enfants ?» Déjà, il y a quand même un papa aussi, souvent, ça arrive, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi d'autres solutions qui font qu'on peut concilier un travail, quel qu'il soit, en l'occurrence, avec des enfants. D'accord, donc il ne faut pas écouter tout le monde. Qu'est-ce que vous dites ? Soyez égoïste et vivez votre passion. Soyez c'est le plus important. Égoïste, vivez votre passion. Enfin, être égoïste, ça ne veut pas dire ne pas avoir de vie de famille non plus et pas partager tout ce plaisir-là. Au contraire, sans doute, quand on est bien dans son métier, on est bien partout. Nous rendons très bien par la suite, tout à fait. Un mot ? Pas mieux, allez-y, oui, surtout si c'est par passion. Et puis mobiliser votre conjoint, absolument. Voilà, faut là aussi qu'il y ait une parité. Daniela, vous aviez déjà conclu un petit peu, mais en plus, dans la difficulté, dans la difficulté de faire ce métier, on peut le faire dans des labos, etc. C'est peut-être un petit peu plus simple sur le plan de la logistique, mais partir loin, partir pour l'IRD, partir pour l'Ifremer, il faut encourager ça aussi. Et comment ?
Moi, je dis, il faut choisir un bon copain et un bon nounou. Et après, il faut rêver. Eh ben voilà, on a réglé le problème. Un bon copain, une bonne nounou, une bonne patronne ou un bon patron aussi quand même qui vous recrute. Ça, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup d'avoir apporté vos témoignages. J'espère que ça va transmettre plein d'envie. Mais vous avez encore du travail quand on regarde les chiffres. Hein, quand même, il y a encore un gros travail à faire en France là-dessus. Merci d'avoir participé.